Bonjour à vous, bienvenue sur la suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je parlais du communisme et j'avais expliqué que on pouvait déduire par le financement extérieur et surtout anglo-saxon de la révolution bolchevique que le but était d'industrialiser massivement des populations qui n'étaient pas concernées par ce que le protestantisme avait fait progressivement à travers des religions et par le remplacement, notamment, hein, si on prend le cas de la France, de l'économie monarchique catholique. On a eu, avec le protestantisme, une avancée industrialiste extrêmement euh, rapide. Et le but, effectivement, de financer le communisme était de toucher les populations qui vont composer ensuite le bloc de l'Est et de les soumettre à la même superficialité consumériste pro-technologique. Donc, on le voit à travers de l'Holodomor, on a bien sacrifié sur l'autel du progrès et à marche forcée des pans entiers de population, hein, c'est-à-dire les réformes agricoles de Staline dans les années 30, hein, qui n'étaient pas en adéquation avec le problème humain et la réalité du monde agricole de l'époque. Et donc, on a eu deux blocs en antagonisme, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, qui ont une influence mondiale et qui se sont affrontés mimétiquement sur le globe. Mais, si on peut prendre l'exemple de l'homme sur la Lune pour les États-Unis, de Spoutnik pour les Russes, on voit bien que tout converge en réalité vers ce qui est exposé hein, dans le monde orwellien, dans le récit d'Orwell, hein, dans son livre 1984. Donc il y avait anguille sous roche que les pays anglo-saxons aient financé la révolution bolchevique, comme la révolution française a été initiée par l'influence des idées libérales anglaises. Et donc on a substitué à des économies de tendance religieuse faillibles des économies de tendance industrialiste faillibles. Mais plus le processus historique s'étale, plus on a des guerres de masse. Et ces guerres de masse sont un marqueur du paradoxe que le progrès représente. Puisque, si on compare la taxe au péché des catholiques à la taxe carbone, on a eu en réalité, avec le culte de la science, le culte de l'objet de compensation, le culte de l'objet technologique, de l'objet militaire de compensation, on a eu une grande superficialité accumulée collective qui s'exprime par une violence généralisée, parce que le consumérisme, les sociétés industrialistes, les sociétés mathématiques, de l'ordinateur, des nouvelles technologies, sont une fuite en avant dans un monde en réalité inversé, très matérialiste, qui n'est pas une solution d'émancipation spirituelle. Donc les gens sont enfermés dans une soumission à des charges matérialistes, à un rapport au monde superficiel consumériste vide de sens, qui accumule une grande superficialité collective, donc une grande frustration, une grande violence, une grande compétition également, qui s'exprime par des guerres de masse. Et comme le psychisme, la psyché collective, si on peut appréhender cette réalité-là, est inversée, eh bien, dans ces guerres collectives, hypocritement, on va faire payer au moins pire en trafiquant progressivement l'histoire pour justifier d'aller dans le mauvais sens sans se remettre en cause. Et dans cette observation d'un comportement collectif, on peut dire que la Shoah est le ciment qui permet tous les blocs en compétition qui s'enfuient vers le progrès, avec des guillemets. La Shoah est le ciment des voyoucraties qui ont placé la science sur un piédestal et qui ont sacrifié des pans entiers de population pour aller plus vite, hein, dans ce sens.
Donc ça permet la Shoah de ne pas avoir à se remettre en cause en n'assumant pas la portée historique et la réalité historique des comportements passés, et en accusant de manière inversée le moins pire, ce qui fait que ça génère une fuite en avant dans le mauvais sens, qui n'est pas remise en question. Et à une voyoucratie non juive correspond une voyoucratie mimétique juive, dont on peut penser que la Shoah a été intentionnellement pensée par certains juifs pour si vous voulez, profiter de cette hypocrisie collective du culte de la science voyoucrate. Et donc j'avais dit, prouvé un peu cet aspect-là en disant que le syndrome Churchill expliquait que, il avait dit, les antifascistes de mon époque seront les fascistes de demain, que les Russes se font aujourd'hui traiter de nazis dans une optique que les moins pires en haut deviennent les ennemis à abattre dans la fuite en avant. Et d'ailleurs, cette observation nous permet de comprendre la réalité du contexte français. Que l'affaire Matzneff, en étant un sous-niveau de la société, puisque la pédophilie est un sous-niveau de la société, hein. On a une pédophilie dans tous les mouvements politiques. Je ne sais pas quels sont les penchants politiques de Matzneff, mais si j'ai bien compris, il est plus d'origine familiale orthodoxe. Dans un contexte d'anti-Russie, la pédophilie, qui est une sous-jacence de la société, cristallise par l'affaire Matzneff cette compétition de blocs en antagonisme par la médiation des éléments qui composent la société française. Donc on va mettre en avant un pédophile, si j'ai bien compris le propos, hein, de tendance orthodoxe, au moins au niveau de ses origines familiales, pour maquiller la pédophilie de l'autre camp, si vous voulez. Et donc ça cristallise l'attention, et on a effectivement les pro-russes de type Soral qui vont sortir pour défendre Matzneff et mettre en relief cette hypocrisie. C'est pour ça que j'avais terminé ma vidéo précédente en parlant de l'affaire Matzneff. Mais aujourd'hui, je vais développer cet aspect-là. Donc, le contexte. On est dans une France post-Seconde Guerre mondiale dont le plus gros, au niveau de l'influence, la plus grosse influence vient effectivement de la culture résistante. Hein, je parle de 39-45, c'est-à-dire que ceux qui ont bénéficié de la nouvelle donne après 39-45, c'est majoritairement les gens issus de la résistance. Donc on est dans une France post-Seconde Guerre mondiale, de tendance résistante, donc à sympathie plus anglo-saxonne, et plutôt anti-patrimoniale nationaliste. C'est pour ça qu'on a De Gaulle qui a été à Londres, et qui devient, sur cette mascarade collective, plus légitime. Et on voit un problème déjà avec De Gaulle, c'est l'incapacité de pardonner à Pétain, qui induit, dans le fil dérivé de la dégradation de cette superficialisation, l'incapacité des Juifs à pardonner, si vous voulez, et sur cette incapacité de pardonner, de justifier, de toujours profiter de l'hypocrisie de ces voyoucraties dont la Shoah est vraiment le fait de ne pas avoir à se justifier pour ce qu'ils ont fait en réalité dans la Seconde Guerre mondiale, car on peut considérer que les véritables victimes de la Seconde Guerre mondiale, si on comprend qu'elle a été planifiée après la Première Guerre mondiale pour dégrader la culture patrimoniale nationale européenne au profit de la passation de pouvoir entre l'Angleterre économique vers les États-Unis économiques, qui n'est qu'une extension, une accentuation des problèmes du modèle économique libéral anglais. Hein. On a vraiment, avec les États-Unis, un produit dérivé de l'Angleterre plus superficiel. Et vous voyez qu'on est vraiment dans l'illustration de mettre en place des guerres de masse qui sacrifient des populations pour aller dans le pire. C'est pour ça qu'en réalité, on peut comprendre le mécanisme dans son ensemble en observant que les Russes ont été les idiots utiles qui ont épongé la force d'impact nazie, et que les Américains, alors que ce sont les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, hein, principalement, même si on peut penser que
leurs armes ont été mises en place grâce à des fonds, notamment anglo-saxons, mais évidemment, c'était pensé pour. Les Américains ne sont intervenus qu'à la toute fin de la guerre pour empêcher les Russes d'empocher la mise. C'est ce syndrome qu'on peut trouver à n'importe quelle étape du processus historique où il y a toujours les attentistes moins virils qui bénéficient, si vous voulez, du chaos organisé, en faisant s'affronter les plus forts et en récoltant la mise. On trouve ça déjà dans la Révolution française, qui est une révolution sataniste meurtrière. Effectivement, il fallait s'émanciper de la monarchie catholique, mais certainement pas pour la violence, en remplaçant la monarchie catholique par une classe sous-jacente qui va s'arroger les mêmes privilèges de manière plus vulgaire, si vous voulez. Donc on a Robespierre qui va participer à cette superficialisation, il va même donner la nationalité française aux Juifs, mais comme il est un peu un idiot utile de ce qu'on peut voir chez les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, on va très vite se débarrasser de lui, et ce sont les autres attentistes qui vont récupérer la mise. Pareil pour mai 68, on n'entend pas parler de ceux qui étaient un peu plus costauds. Ce sont les gens les plus déviants qui, sur la décadence, ont bénéficié de cette imposture révolutionnaire. Même à un micro-niveau dans la sociale traîtrise avec Mélenchon, quand il laisse passer Macron, c'est lui qui se fait traiter de nazi, si vous voulez. Donc on voit bien qu'on est dans un processus historique de démolition contrôlée à un niveau subtil, c'est-à-dire la psyché, le niveau spirituel, et tout ça est sacrifié sur l'autel du culte de l'objet de compensation scientifique qui est l'acceptation d'une soumission intergénérationnelle en contrepartie de pouvoir consommer un objet, qui est souvent technologique, qui vient souvent du pôle militaire, parce que le colonialisme est vraiment l'excuse qui justifie, si vous voulez, d'aller capter les ressources naturelles pour alimenter ce culte de la façade technologique, puisqu'il faut des matières premières pour alimenter la construction, la fabrication et l'établissement des objets technologiques. Et donc, on va trouver une idéologie, bien souvent boiteuse, pour justifier d'intervenir ailleurs et d'alimenter cette insatiabilité consumériste. Donc, c'est pour ça que ça passe d'abord par le côté militaire et que c'est décliné ensuite au domestique, puisque on va mettre en place des moyens militaires et des technologies militaires qui vont permettre l'ingérence à l'étranger. Alors ensuite, effectivement, les populations bénéficient de ces avancées technologiques, mais elles sont basées sur une infamie qui est d'exploiter effectivement des pays bien souvent à un indice de développement plus faible. Et ça, on renvoie à cette prédation intergénérationnelle où les adultes prennent parti du fait que les enfants ne peuvent pas véritablement se défendre dans cette lutte, n'ont pas les clés de lecture. Alors le jeu, c'est pas une excuse, les enfants doivent travailler à l'émancipation, c'est la règle, chacun porte sa croix, et le but effectivement c'est de se débarrasser de cette croix, mais de ne pas tomber effectivement dans les égos complexés narcissiques, de suivre le chemin émancipateur par la droiture, si vous voulez. Mais vous remarquez que tout ce processus familial se décline au collectif, et ensuite des pays riches vers les pays pauvres dans le rapport de prédation. Donc on voit dans le processus historique, si on comprend déjà les mécanismes de base qui font que les gens, au lieu de rester chez eux, vont à l'extérieur, là on parle effectivement des blocs en compétition dans cette déportation colonialiste. On voit que les Russes ont été les idiots utiles, c'est eux qui ont assumé le plus de morts, et on est passé de l'Angleterre libérale à l'Amérique économique qui l'a remplacé. C'est un peu le charbon de l'ère victorienne qui passe au pétrole américain. Et l'Europe est le dindon de la farce, puisqu'effectivement, par le biais de l'Europe américanisée, on aura les États-Unis qui arriveront effectivement à neutraliser la réémergence d'une Europe économique crédible. Donc on aura une Europe pro-américaine qui fait que par le bout dérivé de mai 68 que les Américains ont mis en place dans le dos de De Gaulle, on arrive par le fil dégradé à Macron, avec l'insanité qui va et la pornographie qui va avec ça, et le franglais. Puisque on s'est enfui en avant dans l'objet de compensation, on a mis Internet sur un piédestal, on a effectivement fait s'effondrer les anciennes donnes, les tours jumelles, le Concorde, et on s'est replongé sur des aires géographiques qui prolongent cet interventionnisme anciennement colonialiste devenu néocolonialiste. Donc vous remarquez que les écologistes ont pris part, ce qui donne à réfléchir sur la réalité du progrès qu'incarne l'écologie,
Et avec Internet, vient la pornographie. Et donc avec l'insanité, parce qu'il n'y a pas de solution. Et donc une grande violence. Et donc, on peut passer du global au microscopique. Avec l'affaire Maznef, on voit la sortie d'Alain Soral. Et Soral est intéressant, puisque c'est la dissidence, ce sont les gens post-seconde guerre mondiale issus de la résistance qui essayent de sauver les meubles, mais dans un contexte de voyoucratie à laquelle ils appartiennent, puisque si on prend les influences idéologiques de Soral, on a Robespierre, donc, qui a dégradé la monarchie catholique au profit du remplacement, qui a vu progressivement la France être de plus en plus jointe à l'économie libérale anglaise, même s'il y a toujours une compétition. Il est marxiste, donc le côté, comme disait Bakounine, Marx et Rothschild travaillaient de concert chacun de leur côté à dégrader pour l'un la culture patrimoniale occidentale et plus précisément européenne, pour l'autre la culture orthodoxe. Donc on est toujours dans ces révolutions violentes et meurtrières. Et Soral, c'est aussi De Gaulle, donc les gens issus de la résistance qui ont fait une erreur très importante, c'est de se complaire dans leurs acquis sans jamais inverser la donne. Ce qui fait que la marque française a stagné et que c'est la stagnation qui l'a emporté, si vous voulez. Mai 68, et on voit bien le processus. Mitterrand, avec son ambiguïté, et puis très vite après la parenthèse Chirac, qui était le mince filet résiduel gaullien, c'est là que le Concorde se crache d'ailleurs, et que les tours jumelles du côté américain s'effondrent. On a effectivement Sarkozy, Hollande et leurs produits dérivés Macron, sachant que la droite et la gauche, c'est pipeau et mollo, c'est à peu près la même chose, et très proche de la mentalité mai 68 arde. C'est plus prégnant chez la gauche. Et donc Soral, Robespierre, Marx, De Gaulle, on a un tiercé là. Alors évidemment, dans un contexte d'hypocrisie choatique voyoucrate, maintenant, ce sont les gens de type Soral qui sont de gauche, qui se font traiter de nazis et qui sont ciblés par tous les autres. C'est un peu ce symptôme où, par le fait de faire venir des immigrés après mai 68, issus souvent du Maghreb, on les a montés contre l'ancienne donne, si vous voulez. Et donc, quand Soral parle de Saïn Laïbi, de Panamza, du type de Meta TV, même de Louis le Belge, parce qu'il n'y a pas qu'un problème immigrationnel, il y a un problème générationnel également. Ou d'autres, ce qui les identifie, c'est cette substitution mimétique de gens qui soient ou générationnellement montés contre les anciennes générations ou issus de l'immigration avec cette volonté de s'inscrire dans cette prédation sous-jacente mai 68 arde poursuivie par les nouvelles générations, si vous voulez. Soral est une victime en interne de ce remplacement, si vous voulez. Donc il identifie très bien qu'il y a des jeunes qui peuvent produire de très bons travaux, mais qui pourtant sont des prédateurs, même inconsciemment. Le seul problème d'Alain Soral, c'est qu'il est dans ces générations qui se complaisent un peu trop dans leurs acquis sans faire les efforts d'inverser la tendance et qui utilisent une violence de type Ragnarok, c'est-à-dire de combat final, pour effectivement combattre. Ce qui fait que Soral a fait un très bon travail et continue de produire un très bon travail sur l'explication des conflits sociaux, de la réalité du monde, mais il peut se mettre des gens à dos par sa violence de réaction, par rapport à la fille de Saïn Libi, ou par rapport à la mort du type de Panamza. Parce qu'effectivement, la sous-jacence, souvent, on peut comparer un peu la vulgarité un peu beauf des gens de la dissidence avec une sous-vulgarité Charlie Hebdo terroriste qui est en conflit avec eux. Mais il y a une connivence et une porosité, si vous voulez, parfois. Et donc, quand on ne fait pas vraiment les efforts de s'émanciper correctement, on en arrive plus à un pugilat collectif et une violence très laide. Ce qui fait que Soral peut se mettre des gens à dos alors que c'est lui la victime. Victime, mais d'un autre côté, il ne fait pas les efforts de se dissocier de ce qu'il prédate. On est avec Soral dans une violence un peu stalinienne envers Trotsky, même si on peut croire que Trotsky, finalement, certains vont dire Trotsky c'était un salaud, Staline a fait le boulot, il a eu que ce qu'il méritait. Il s'est fait massacrer à coups de piolet en Amérique du Sud par le régime bolchevique. Mais on n'est pas dans l'émancipation par la droiture et la maturité. La violence punk de Soral, puisqu'il a aussi une influence anglo-saxonne, n'est pas une solution.
ça peut être spectaculaire et marrant pour certains parce que la décadence est à tel point avancée que c'est très bien d'avoir un type qui, par contraste et par un peu coup d'éclat, montre la réalité des choses, si vous voulez, mais c'est un conflit stérile qui est jamais réglé. Hein. Alors à ça, vous rajoutez l'ambiguïté dans l'affaire Maznev de la sortie de Soral, qui a bien expliqué qu'on peut trouver injuste qu'on mette en avant un pédophile de culture orthodoxe dans un contexte d'anti-Russie pour cacher l'autre camp, si vous voulez. Si j'ai bien compris l'histoire, parce que je me suis intéressé à ça de manière assez... j'écoute toujours d'une oreille distraite. Hein. Mais que vous soyez dans un camp ou dans un autre, un pédophile est un pédophile. On peut même supposer qu'Alain Soral ne connaissait pas très bien Maznev, contrairement à ce qu'il prétend, parce qu'il a dit que c'est un type bien, il a parlé des phébophilie. En réalité, on se rend compte que Maznev, parce qu'il y a beaucoup de dissimulation et de duplicité chez les pédophiles, était un pédophile qui a utilisé les réseaux élitistes où il se refile les gosses et qu'il a été avec des gamins jusqu'à 8 ans. Et encore, on peut se dire qu'il n'a pas tout dit dans ses écrits, Maznev. Parce qu'il y a aussi une insanité de pornographie, une sexualité déviante bloquée dans une immaturité, l'âge adulte qui n'a pas résolu ses conflits marqués de l'enfance et qui est bloqué dans une puérilité sexuelle et une insanité sexuelle, et ça balance pour certains individus, effectivement, dans l'autodestruction médiée à l'enfant. Ce qui fait que le besoin d'enfermer l'enfant dans son monde complètement dévié et non abouti, si vous voulez, avec toutes les déviances qu'il y a, mais aussi la torture, les sévices physiques, les brutalités et puis le meurtre. Le processus d'autodestruction du pédophile dans la sous-jacence collective est une sous-reproduction du processus qui induit un conflit global où tout le monde se tape dessus et où il y a des guerres de masse. C'est une sous-reproduction chez le pédophile d'un comportement collectif, dans un cas de blocage pornographique, dans des sexualités déviantes qui insatiablement vont vers leur autodestruction sans jamais régler le problème et en contaminant les autres. C'est aussi, si vous voulez, le symptôme du néolibéralisme contaminateur. Quand vous regardez les États-Unis au Vietnam, ils ne font que contaminer, faire du trafic de drogue parallèle pour financer leurs opérations terroristes. Ils ne font que diviser pour mieux régner et fissurer les cultures sur leur faille entre les conflits entre nationalistes et antinationalistes. Bien souvent, c'est ça. Et ils n'hésitent pas à jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'ils sont autant capables de financer les uns que les autres. On a vu les Américains financer les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour que, finalement, Hitler ravage l'Europe, que ça dure le plus longtemps possible dans le ravage. Et c'est pour ça que les Bush et les Harriman n'ont jamais été poursuivis. C'est parce qu'ils ont tous travaillé de concert dans cette hypocrisie voyoucrate, dont la Shoah leur permet de ne pas avoir à se remettre en cause. C'est pour ça que même les discours de Poutine, des Russes qui sont un peu en amont, ils n'en sont pas dans leur déportation colonialiste à financer des terroristes en prétendant des victimes pour justifier de continuer leur ingérence. Ils combattent ça, si vous voulez. Mais il y a une connivence où quand Poutine va en Israël donner des gages à la voyoucratie de Netanyahou, si vous voulez, qui est la bénéficiaire en réalité des 27 millions de morts par déportation historique, si on réfléchit bien. Donc on voit bien qu'il y a une connivence et une porosité qui fait que... Alors je dis, Soral ne connaissait visiblement pas Maznev, on peut pas... avec le travail qu'a fait Soral sur la pédophilie, on va quand même pas le soupçonner d'être... Mais il a eu des propos ambigus, puisque Maznev est un pédophile avéré. Alors après, il y a aussi, moi, ce qui ne me satisfait pas, c'est essayer de défendre Maznev avec l'âge légal de la majorité sexuelle, qui est 15 ans, mais j'expliquerai que plus la décadence avance, plus on a des lobbies gays, féministes, pédophiles, qui investissent les organes du pouvoir et trahissent, si vous voulez, la responsabilité qu'ils ont de la gestion collective en détournant les lois au profit de leur affairisme crapuleux. Ce qui fait que plus la décadence avance, plus l'âge légal de la majorité sexuelle baisse. Donc on ne peut pas se cacher derrière l'âge légal de la majorité sexuelle parce que dans l'absolu, on peut dire la loi est mal faite parce qu'elle est contextuelle. Regardez la règle d'or de Sarkozy. Ça aussi, c'est un peu un processus de pédophilie élitiste sur les masses. C'est-à-dire enfermer les gens dans la soumission à la dette des banques privées, finalement. C'est court-circuiter la possibilité que les gens auraient de se sortir de ça. Donc, on peut dire que les lois sont contextuelles et mal foutues. Moi, personnellement, je pense que l'âge de la majorité sexuelle devrait être 16 ans et que le mariage devrait être à 18 ans. Bon, voilà. Donc en plus, Soral a été victime de la loi et de certaines injustices. Donc se cacher derrière la loi de la majorité sexuelle, c'est très très maladroit de la part de Soral.
Ou alors, je sais pas, mais enfin, il faudrait voir dans quel état d'esprit a parlé Soral, si vous voulez. Mais enfin, sa sortie sur Maze 9 est ambiguë, ce qui ne décrédibilise pas complètement le travail qu'il a fait sur la pédophilie, mais qui lui a valu, couplé à sa violence de pugilat, hein, de style Ragnarok, on est dans un bout de tableau violent, hein, il fait l'importation du MMA en plus. Hein. On va revenir là-dessus. Mais ça lui a valu la scission avec Marion Sigaud, choqué par la vulgarité un peu de Soral, la violence de Soral et les propos ambigus sur la pédophilie. Alors, je défends pas Marion Sigaud plus que ça, puisque les gens devraient être capables, sous des accords, de quand même s'entendre et de pas tout de suite se séparer, si vous voulez. Il y a un côté aussi un peu patho chez certaines personnes traditionnalistes, monarchistes, qui sont arc-boutées, mais qui sont un peu trop rigides et bloquées, si vous voulez. On a un gros problème. Hein. Les dissidences, c'est vraiment tout le monde se tape dessus, personne s'entend. Ils sont incapables de se coordonner. Hein. Même si Panamza est un prédateur inconscient, normalement, ils auraient dû s'entendre avec Sora, l'égalité, réconciliation, le besoin de ne pas tomber dans le piège Zemmour du diviser pour mieux régner et de détourner l'extrême droite qui a une tendance sioniste. Alors, l'intérêt de Soral, c'est qu'il est plus lucide en tant que marxiste sur le sionisme parce que, et je l'ai déjà expliqué, les Russes, dans leur rapport colonialiste, sont beaucoup moins démesurés et déséquilibrés. Ce qui fait qu'ils ne financent pas des terroristes. Mais, donc, Soral est plus lucide que sur le sionisme, y compris que l'extrême droite. Hein, et l'extrême droite, par son hypocrisie, a choisi effectivement Zemmour, qui a utilisé les idées de Soral pour faire l'inverse. Vous voyez, le contexte de la France actuelle est assez décevant quand même. Hein, c'est-à-dire que Zemmour, c'est le détournement de l'hypocrisie des gens nationalistes vers la poursuite sioniste en amont, hein, de ce que l'antiracisme fait. Parce que l'antiracisme, c'est une hypocrisie. L'antiracisme, c'est des gens issus souvent de pays qui ont été victimes du colonialisme, qui restent au sein d'économies qui continuent de piller les pays pauvres, si vous voulez, et qui montent en grade sur la décadence par la substitution mimétique. Donc, on retrouve des gens qui sont prétendument antiracistes dans des guerres qui sont racistes et néocoloniales. On voit Mélenchon et Eva Joly, hein, investis dans la guerre en Libye pour empêcher les pays africains de s'émanciper par le vecteur économique de la Libye, avec l'ambiguïté de Kadhafi et ce problème de France-Afrique, effectivement, le meurtre de Saqqara et puis les politiciens français de cette France-Afrique qui ont suivi un peu comme des prédateurs et qui ont fini le travail avec Sarkozy de Kadhafi. Mais enfin, on voit bien que les antiracistes sont bien prolongés dans des guerres néocoloniales et où finalement les Africains sont disloqués. Hein, on a utilisé de l'uranium appauvri en Libye. Hein, les écolos ont accompagné cette guerre et il y a des enfants mal formés qui naissent quotidiennement en Libye. Hein. On voit le chaos que c'est la Libye qui était le premier pays en termes de niveau de vie d'Afrique avant qu'on le disloque. Vous voyez l'imposture de l'antiracisme qui va avec l'imposture un peu de l'écologie, qui va un peu avec toute cette imposture qui consiste à mettre l'ancienne donne sur le carreau, mettre les gens au chômage et à réaccaparer le gâteau, mais avec des choses non abouties parce qu'on va aller trop vite. Alors je parlerai de l'écologie et des problèmes de pollution après, mais enfin on voit bien le contexte, si vous voulez. Donc je reviens à cette histoire de Soral. Donc je disais, Soral fait l'importation du MMA. Donc on est dans un pugilat, un Ragnarok. On n'est pas dans le positivisme gréco-romain, on est dans le défaitisme nordique. Hein, ce qui fait que Soral parle de Spartacus dans son mouvement de rébellion, qui est un indice des défaitistes, parce que Spartacus n'a pas gagné. Hein. Autant que je sache, c'était peut-être une bravade, mais il n'a pas gagné. Il faudrait mieux que les gens deviennent un peu plus des gagnants, hein, avec des symboles de gagnants et pas quelque chose qui a trait du défaitisme non avoué. Alors attendez, parce que ça c'est intéressant. On va parler du MMA et comment enfin, si on suit mon raisonnement, on peut pas être pour le PMA, la PMA, le MMA, excusez-moi, hein, le MMA. Mais j'ai beaucoup de sujets, donc bon, enfin, c'est les arts martiaux mixtes. Hein, et Soral est assez lucide pour expliquer que les États-Unis envoient leur mouvement de mode par déportation en France quelques années plus tard et que c'est triste. Et pourtant, ils participent à cette imbécilité, si vous voulez, en l'important le MMA. Là, on est vraiment dans le côté nordique, hein, Ragnarok, pugilat. Hein. Donc, je vais revenir sur le MMA après. Et je vais parler d'abord de l'ambiguïté de la dissidence, parce qu'il faut aller jusqu'au bout et faire la critique correctement.
j'ai bien expliqué les blocs en opposition mimétique, mais qui étaient dédiés au culte de la science, avec plus ou moins de virilité dans ces voyoucraties, c'est-à-dire les Russes en amont, et puis les Occidentaux en aval, hein, avec cette différence de financer le terrorisme ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui permet de comprendre les ambiguïtés de la dissidence. Puisqu'effectivement, on a Dieudonné. Bon, Dieudonné et Soral, on va les prendre, puisqu'ils sont au sommet de la dissidence, qui combattent, c'est bien, ils font un travail intéressant, mais ils sont ambigus. Cette ambiguïté, elle se trouve par plusieurs aspects. Dieudonné, qui fait le sketch de Jupiton, où il dit que le passage du franc à l'euro est une imposture, et pourquoi pas Jupiton avec des cailloux, avec de la monnaie d'extraterrestres. Mais il fait, paradoxalement, l'apologie des crypto-monnaies qui sont vraiment la monnaie Jupiton. Hein. On a vu, Internet est vraiment l'autel sur lequel des pans entiers de l'humanité ont été sacrifiés. Et il y a des monnaies qui sont en train de s'accoler à ce monde artificiel en construction. Les crypto-monnaies sont la suite logique. Donc l'ambiguïté de Dieudonné qui devrait s'extraire de ce mondialisme, c'est de tomber dans le piège des crypto-monnaies. Mais c'est pas la seule ambiguïté, puisque si vous avez compris, il y a un contre-terrorisme. Toute l'ambiguïté du marxisme, les communistes sont des sionistes, mais un peu moins, si vous voulez, hystériques que les autres. Donc toute l'ambiguïté, c'est que le contre-terrorisme que produisent les communistes, et qui pourtant est sioniste, qui explique que des mouvements de lutte palestinienne, hein, comme je crois que beaucoup des mouvements de lutte antisionistes palestiniennes sont financés par Israël, en réalité dans une optique de ne jamais mettre fin au conflit. Donc toute l'ambiguïté, c'est qu'on a un contre-terrorisme au sionisme qu'on peut trouver chez l'Iran, et auquel Soral un peu appartient, hein, avec Carlos, c'est-à-dire il y a un terrorisme de gauche qui est anti-sioniste, paradoxalement, et qui lutte contre le terrorisme ultra-sioniste d'Israël, notamment, ou des États-Unis. Mais ils sont toujours très ambigus, ce qui fait qu'il y a toujours un lien avec le sionisme. Donc, quand vous prenez des personnages comme El-Baghdadi ou comme Ben Laden, vous êtes dans le côté du terrorisme financé par l'ultrasionisme israélien ou américain. Et l'ambiguïté dans les groupes mimétiques en compétition, c'est que Soral, au départ, avec Ben Laden, a dit tiens, Ben Laden c'est bien, au moins il y a une réaction. Après, il a compris que Ben Laden c'était l'autre camp, financé par les CIA, donc il est revenu sur ses... Il a compris, si vous voulez. En plus, Soral est un peu plus lucide que Dieudonné, puisqu'il n'est pas pour les crypto-monnaies. Hein. Vous remarquez qu'il ne sait pas expliquer pourquoi, mais il a l'intuition que c'est pas bien. Ce qui est déjà pas mal. Et pour Dieudonné, par contre, lui, il tombe dans l'inverse. Dieudonné doit s'extraire du côté Elie Semoun, hein, de ce mondialisme, de ce gauchisme qui colle à sa carrière. Donc, il ne peut pas s'identifier à El-Baghdadi, qui est vraiment le côté du terrorisme ultra-sioniste, ultra-juivisé, si vous voulez. Là où il y a vraiment une erreur grossière d'Alain Soral, c'est sur le soutien qu'il a envers Erdogan. On va expliquer pourquoi on peut très vite démasquer l'imposture d'Erdogan. Erdogan finance les terroristes de Daesh contre le mouvement colonialiste russe. Hein, dans l'antagonisme en Syrie, il y a la jonction de tous ces mouvements en compétition. Et dans un contexte où Trump est affaibli, où il y a une tentative de destitution qui est totalement injuste, où les démocrates, par accusation inversée, essayent de maquiller les crimes qu'ils ont commis sous l'ère Obama pour faire assumer tout ça à Trump, hein, parce que si Trump est réélu, il y aura peut-être un règlement de compte aussi à ce niveau-là, si Trump est assez viril et honnête pour faire le travail. Donc on peut se réjouir, hein, dans un combat relatif, que Trump n'ait pas été destitué et ridiculiser un peu les démocrates, parce que Trump a absolument rien à se reprocher dans cette histoire d'ingérence russe prétendue ou d'Ukraine Gate, quoi. Hein. Il a fait une investigation sur des criminels américains, ce qui est totalement justifié en tant que président. Hein. Alors on peut toujours soupçonner après qu'il l'ait fait parce que dans une logique d'éliminer des concurrents. Mais le fait que les autres soient tombés dans la voyoucratie permet à Trump de le faire, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a toute une histoire et une inversion accusatoire. Donc quelque part, c'est normal que Trump n'ait pas été destitué. On a vraiment une aliénation des démocrates. Mais on peut aussi penser que dans un contexte d'affaiblissement, certains néoconservateurs républicains ont monnayé la mort de Soleimani à Trump pour être, si vous voulez, appuyé dans cette histoire de destitution par le côté républicain. Bon, après, ça peut être de la propagande trumpienne pour les gens peut-être naïfs qui croient à l'honnêteté de Trump, mais c'est pas impossible que dans un contexte d'affaiblissement de Trump,
et de faiblesse de Poutine à aller du côté de la voyoucratie israélienne, ces 75 années de célébration de l'Holocauste ou de la Shoah, on voit tout de suite qu'Erdogan montre son vrai visage et retourne son alliance en assassinant des Russes. Ce qui veut dire qu'en réalité, Erdogan correspond beaucoup plus à Clinton et aux démocrates et à l'hystérie voyoucrate de Netanyahou ou pro-occidental que le côté pro-russe, si vous voulez. Donc Soral ne devrait pas s'identifier et soutenir Erdogan, car il est dans l'autre camp en réalité. Car un type honnête ne peut pas être une girouette et changer ses alliances en fonction et bercer dans le financement du terrorisme de Daesh. Il n'a pas d'excuse, Erdogan. Et d'ailleurs, Erdogan, il y a quelque chose de très mesquin chez les Turcs de type Erdogan, c'est que Erdogan fait le malin. Et les Turcs ont toujours été des guerriers violents, mais pas toujours très courageux en réalité. Ce qu'Erdogan fait, c'est se cacher derrière le fait que, étant imbriqué avec l'alliance occidentale par le biais du prisme militaire, il pense que les Russes n'oseront pas les taper, si vous voulez, parce que sinon il pourrait y avoir une guerre mondiale. Donc il fait le fanfaron, si vous voulez. Mais en réalité, si les Russes le voulaient, ils écraseraient les Turcs. Hein, la violence des Turcs vient de cette lâcheté aussi un peu d'abattre des avions russes alors qu'ils prétendent faire des alliances, hein, d'allier, de ne pas respecter leurs accords. Ça, c'est beaucoup le type là, issu de la garde d'Erdogan qui a tué l'ambassadeur russe. On voit bien cette mentalité qui est beaucoup plus dans l'hystérie juivisée, si vous voulez, hein, de la voyoucratie juivisée. Et tout ça, Erdogan le porte. Donc on peut pas, quand on est dans la dissidence honnête, enfin dissidence, moi je suis pas... dissidence, c'est problématique pour moi, parce que il faut voir la définition de dissidence. Bon, mais en tout cas, quand on n'est pas d'accord avec l'infamie de notre époque, on peut pas soutenir Erdogan, si vous voulez. Et donc là, on voit bien la dissidence post-seconde guerre mondiale un peu voyoucrate, avec ses ambiguïtés. Hein. Là, j'ai montré toutes les ambiguïtés de la dissidence. Alors après, on peut dire, oui, mais les Russes ont été malins dans ce jeu de dupes. Justement, ils sont pas tombés dans le côté, ils auraient pu écraser en Syrie parce que les autres n'avaient rien à y faire. Les Américains, les Occidentaux, les Turcs, hein, ils auraient pu les balayer, si vous voulez, dire, voilà, il y a un ultimatum. Dans une semaine, tous les gens qui financent le terrorisme en Syrie, il n'y aura plus de cadeaux, que ce soit les terroristes ou les gens qui les financent, sur le sol syrien, vous dégagez. Hein, on bombarde, on ne fait plus de cadeaux. Alors après, on peut se poser la question de la stratégie russe. Est-ce que c'est l'ambiguïté russe qu'on peut trouver chez Poutine quand il va en Israël, qui fait qu'ils sont accommodants et laxistes envers les terroristes, et qui fait que le conflit dure? Ou est-ce que c'est jouer habilement dans quelque chose qui a plus attrait à un jeu d'échecs mesuré, pour ne pas que ça dégénère en conflit? Ce qui fait que les Russes, progressivement, ont gain de cause en Syrie. Mais ça dure très 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 longtemps. Alors, on peut se poser la question. Est-ce qu'il faudrait faire une sorte de Madeleine Albright à la russe? C'est-à-dire, quand Madeleine Albright avait des propos sur le casse extrêmement virulents, on peut dire, il pourrait y avoir, à l'inverse, un pendant russe qui dirait tolérance zéro envers les terroristes, hein, ceux qui décapitent des gens et puis qu'une fois qu'ils sont condamnés à mort sous le contexte, prient l'Occident de les sauver, si vous voulez. Hein. On voit bien aussi toute la mesquinerie de ces gens extrêmement violents dans un contexte et qui se croient tout permis, et qui, quand la tendance s'inverse, deviennent des lâches, en fait, et des gens peu courageux. Je suis pas pour la peine de mort, hein, mais enfin, on a des pays assez violents dans le rapport au monde, on a des décapitateurs financés ultra armés par l'Occident qui s'en prennent à des gamins, hein, et une fois que le contexte s'inverse, ils se font prisonniers et condamnés à mort. Et là, il n'y a plus l'impunité du contexte favorable, si vous voulez. Et donc on se dit, les Russes, il y a deux choses, ou ils ont été trop mous, hein, parce qu'ils ont été mous en Libye, ils se sont fait doubler, et ils ont été un peu, ils ont été naïfs en Libye, hein, ils ont été lents. Hein, c'était pas Poutine, c'était effectivement Medvedev. Mais en Syrie, ils sont beaucoup trop poreux, si vous voulez. Hein. On peut parler des ambiguïtés. Ou on peut considérer qu'ils sont trop ambigus, ou on peut considérer qu'en réalité ils jouent bien et ils évitent de déclencher une guerre de masse. Il n'y a pas eu de guerre mondiale au travers de l'Irak. Hein. Les Russes ont vraiment été toujours cohérents. Ils ont été contre la guerre en Irak, alors que les Français étaient contre la guerre en Irak, mais ambigus, ils ont voté Sarkozy. Hein. On a vu que Chirac, après, a rejoint la coalition, si vous voulez.
Mais les Russes ont toujours été droits dans leurs bottes. Hein. Ils ont toujours été contre la guerre en Irak, contre la guerre en Libye, avec là un peu de porosité, enfin un peu de naïveté. Et ils ont toujours été contre la guerre en Syrie, si vous voulez. Mais on peut se dire, oui, ben, s'ils écrasaient les gens sans faire de concessions, les autres, c'est pas le courage de leur caractéristique, donc peut-être qu'ils reculeraient. Mais effectivement, il y a le risque que ça dégénère. Donc, on peut envisager différemment la stratégie russe. Moi, je pense que c'est de l'ambiguïté. Hein. Je pense que c'est parce que Poutine donne des gages et est ambigu avec la voyoucratie opposée, parce qu'Israël finance les terroristes contre les Russes. Hein. Ils se cachent derrière des avions russes pour éviter d'être abattus par la DCA syrienne. Genre, je veux dire, il y a autant de raisons pour que les Russes sont intransigeants avec tout ça. Hein. Et ils sont ambigus parce qu'on est dans un contexte post-seconde guerre mondiale de voyoucratie cimenté par la Shoah, si vous voulez. Alors après, on peut dire, effectivement, Poutine essaye de détourner la voyoucratie israélienne vers lui, mais on est dans un contexte de voyoucratie. Je pense que la meilleure stratégie, c'est que Poutine fasse aucune concession avec la voyoucratie israélienne, ce qui fait que les Turcs n'identifieraient pas qu'ils ont un blanc-seing pour, dans un contexte qui, avec la destitution de Trump, leur est favorable. Si les Russes restent droits dans leurs bottes et fermes, les Turcs ne produisent pas cette vague d'assassinats de Russes, si vous voulez. Donc il n'y a pas forcément besoin d'écraser militairement tous les militaires qui financent les terroristes en Syrie. Ils partiront d'eux-mêmes si les Russes font preuve d'intransigeance à un niveau plus subtil. Après, on est toujours tenté de dire, hein, côté militaire russe intransigeant, c'est complètement anéantir les terroristes et ceux qui militairement les soutiennent dans un territoire qui n'est pas le leur. Alors je disais, le MMA, puisqu'on parle de pugilat là, collectif, on a Soral qui fait donc venir le MMA en France. Alors le MMA, on peut pas être pour, je vais vous expliquer pourquoi. Ça a été développé, c'est-à-dire que ça existait peut-être un peu sous une autre forme avant, mais ça a été initié dans les mouvements de mode par le cinéma, au travers notamment du film Fight Club de Fincher avec Edward Norton, avant le 11 septembre. C'est-à-dire qu'on a, hein, dans le film de Fincher, donc les bobos protestants qui font du fric en réalité en poussant sur le conflit civil qu'ils essayent d'esthétiser par le mouvement de mode. Hein, ils essayent de pousser un conflit civil à un pugilat collectif et pas eux de se mettre dedans, mais de tirer de l'argent. Donc on a des jeunes qui se battent en dessous des immeubles. Hein, on a l'effet thermique pré-11 septembre, hein, déjà qu'on peut percevoir. Et ils vendent des savons faits à partir de graisse humaine. Donc on a vraiment la méthodologie choatique d'exploitation d'une violence que la société de consommation superficielle induit, si vous voulez. Hein. C'est vraiment ce que les Juifs ont mis en place avec la Shoah pour, si vous voulez, tirer parti de l'hypocrisie des goyes et se complaire dans le culte de la science de manière voyoucrate. Hein. Là, on comprend la Shoah avec le film Fight Club. Hein. C'est vraiment ça se comprend dans Fight Club. On peut même déduire, si vous voulez, puisque on a les tours Rockefeller, là, les tours jumelles, suite à l'imposture de cette économie de contamination qui a échoué au Vietnam, tout s'est retourné en interne dans une compétition interne, si vous voulez, avec une substitution numérique. Donc on a vu, au début des années 2000, les tours jumelles s'effondrer et être remplacées par la tour Silverstein. Donc ça se juivise, si vous voulez. Hein, comme Facebook avec les deux frères Wasp qui se font piquer leur idée par Zuckerberg. Tout se juvise. Ce qui fait que la Silicon Valley est couplée maintenant au pôle militaire israélien. On voit bien cette course en avant dans le mauvais sens et qui accumule une grande superficialité pornographique et donc une grande violence qui va avec, dont j'ai expliqué que la pédophilie est une sous-jacence. Donc tout ça on peut le lire dans le film Fight Club, hein, où ils mettent des images subliminales de leur sexe. Hein. On a aussi cette vulgarité pornographique. Et je dois dire aussi que plus les gens sont superficiels, plus ils ont besoin de compenser par l'extrême. Par exemple, pour certaines femmes superficielles ou certains hommes coincés dans un narcissisme accru, ils ont besoin d'avoir un sexe allongé, si vous voulez. C'est la manifestation également du néolibéralisme, hein, qui a besoin
pour maquiller sa superficialité, de se sophistiquer, mais il se dévirilise et ça devient malsain. Hein. Regardez les acteurs porno, hein, la manière dont le porno est établi. On a sur cette juivisation le fait que certains juifs tiennent les pôles de la pornographie et l'induction d'une régression intergénérationnelle avec l'apologie de l'inceste. J'en parlerai de tout ça. Et des choses un peu monstrueuses au point de vue des physiques des acteurs et le besoin d'extrême, le besoin effectivement d'un sexe de plus en plus long, mais pour donner une force d'impact à quelque chose qui restera de plus en plus superficiel et de plus en plus, comment dire, qui n'a aucune consistance, qui n'a aucune fécondité, hein, qui restera stérile, si vous voulez. Et donc ça, c'est pour le parti pré-11 septembre par Fight Club. Donc on peut penser que l'importation du MMA est sujette à caution. Hein. C'est d'un contexte de Ragnarok, de pré-conflit civil. Alors certains peuvent dire oui, mais la combativité, l'émancipation par la droiture, c'est bien beau, mais c'est pas la portée de tout le monde. Et parfois, dans un contexte de bout de tableau, il reste plus, quand on n'a pas réussi à régler ses problèmes personnels complètement et les problèmes extérieurs, eh bien, au moins se battre, c'est au moins, c'est un peu le processus de Ragnarok. Hein, il vaut mieux se battre jusqu'au bout que d'abandonner. On voit bien que dans un contexte de décadence, Trump est quand même apparu et a combattu pour. On n'est pas dans Trump n'est pas un combattant de MMA, on est bien d'accord. Mais est-ce que le MMA serait un vecteur de permettre de donner des clés de lecture et des clés de défense pour les gens dans un contexte de prédation et où tout le monde se tape dessus? Je crois pas. Le MMA a été décliné aux États-Unis, mais ça n'a pas réglé la violence et les gens s'en sont servis pour se battre dans la rue de plus en plus. Donc je suis contre le MMA, moi je suis plus pour les sports de préhension. Je pense que le judo c'est mieux que le sport de percussion. Même s'il y a de la préhension dans le MMA, si vous voulez, je pense qu'il faut être plus malin, plus courageux, c'est-à-dire être capable de ne pas accepter, de se contenter d'une violence de conflit, mais de s'en extraire par le haut. Hein. Alors on a vu le contexte de Fight Club, du MMA, et on va parler du contexte français quand même, puisqu'il faut que je donne un peu du poids à mes analyses. Donc, je vais arrêter pour cette première partie de la deuxième partie de ce que j'ai amorcé dans la précédente vidéo, et je ferai une deuxième partie pour parler de ce que j'avais commencé à faire avec la Joconde, le Louvre, et vous allez voir que je vais vous donner le vrai code de Vinci.